on a vu que, en fait, la lumière rouge correspondait à la plus basse fréquence, donc à celle qui possédait le moins d'énergie, et qu'on monte dans le spectre visible, on va au bleu, et c'est celui qui a possédé le plus d'énergie. Donc on était arrivé là. Maintenant, on va s'atteler à autre chose, on va s'atteler à ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. L'effet photoélectrique, c'est cet effet qui permet aux portes de s'ouvrir quand on passe. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, en fait, comment ils l'ont remarqué, cet effet photoélectrique? Vous savez, début du siècle, enfin du siècle dernier, ils ont joué avec plein de choses et ils sont amusés à irradier des métaux, des surfaces de métaux, avec des rayons ultraviolets. Et ils ont remarqué que certains émettaient des électrons, c'est-à-dire un courant électrique, si vous voulez. Alors, ensuite, ils sont amusés à varier les fréquences, et ils ont remarqué, en fait, qu'en dessous d'une certaine fréquence, et cette fréquence, on va l'appeler la fréquence seuil, comme ceci, en dessous d'une certaine fréquence, rien ne se passe. C'est-à-dire que le rayonnement électromagnétique n'arrive pas à arracher des électrons. Donc ils se sont dit, pas de problème, je vais augmenter l'intensité, je vais la charger à fond, comme ça l'électron il va bien finir par démarrer. Et non, ça servait à rien, ça sert à rien. Il faut arriver en fait à une fréquence qui est supérieure à la fréquence seuil. D'accord? Et cette fréquence seuil, c'est une caractéristique du métal. En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'énergie nécessaire pour arracher un électron de l'atome de métal. D'accord? Donc, en fait, si on veut arracher un électron d'une couche, de n'importe quelle couche, d'un métal, il faut lui fournir de l'énergie. Et si on ne lui fournit pas une énergie suffisante, l'électron, il ne partira pas. Et c'est ce qui est expliqué ici dans ce graphique. Donc, on a un graphique où en abscisse, on a la fréquence, d'accord, 10 exposant 14 secondes moins 1. Et en ordonnée, on a EK, c'est-à-dire l'énergie cinétique. Alors, que vaut l'énergie cinétique? En fait, l'énergie cinétique, c'est A demi mv carré. D'accord? Sachant qu'on parle d'électrons, la masse, elle est constante. Donc finalement, cette énergie cinétique, c'est l'expression de la vitesse, d'accord, de l'électron. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que en dessous de la fréquence seuil, l'électron n'est pas éjecté. Il ne se passe rien. D'accord? Et à partir d'un moment, l'électron va être éjecté, mais il ne possède pas d'énergie. D'accord? Et plus on va augmenter la fréquence, et plus l'électron sera éjecté avec une certaine vitesse, avec une certaine énergie. D'accord? Et on voit qu'elle augmente avec la fréquence. Donc, c'est Einstein qui a étudié ça. Et il a déterminé la fréquence seuil, d'accord, qui dépend du métal. Et si on augmente l'intensité, comme je vous l'ai dit, le nombre d'électrons émis augmente, mais pas leur énergie. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc, si par exemple je dis que j'irradie mon métal avec cette fréquence-là, d'accord, on a bien des électrons qui sont arrachés. Si j'augmente l'intensité du rayonnement électromagnétique, qui est une fréquence de 10 exposant 14 secondes moins 1, je ne vais pas augmenter l'énergie cinétique de l'électron, je vais juste augmenter le nombre d'électrons arrachés. Ça correspond à quoi? Ça veut dire que, en fait, les ondes électromagnétiques, ce sont des petites particules
qui n'existent pas, hein, d'accord? Mais ce sont des photons. Et pour chaque photon qui a la bonne énergie, enfin, c'est-à-dire la fréquence supérieure à la fréquence seuil, chaque photon va arracher un électron. Donc en fait, il faut si on augmente l'intensité, on va augmenter le nombre de photons et on va augmenter le nombre d'électrons finalement arrachés. D'accord? Donc ça, c'est une des particularités. Donc, en fait, quand on augmente l'intensité, on ne va pas augmenter la vitesse et l'énergie cinétique de l'électron, on va juste augmenter le nombre d'électrons arrachés. Alors, Einstein, il considérait à ce moment-là, hein, donc il s'est basé sur les travaux de Planck, il considérait une radiation comme étant constituée d'un flux de particules qu'il va appeler des photons. D'accord? Chacun des photons émis est un petit grain d'énergie, dont la valeur se calcule par leur relation E est égal à h nu. Donc, Planck a dit que l'énergie était quantifiée, d'accord? Et Einstein, lui, a retravaillé ce concept et il a appelé ça des photons. Et les photons, en fait, c'est un petit grain d'énergie. Ça va, il n'y a pas besoin de savoir s'il a une masse ou pas. Le photon n'a pas de masse, c'est juste de l'énergie pure. Et on va désigner ça comme étant un quantum d'énergie, donc un photon. D'accord? Alors, c'est tout, hein. Et, je veux dire, c'est très élégant en termes de formule. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais voir si j'ai des problèmes dans le chat. Ça va? Non, tout est bien, ça va. Donc, en fait, on va appeler ça la fonction de travail. D'accord, c'est phi. Et la fonction de travail, d'accord, c'est la constante de Planck fois la fréquence seuil. D'accord, donc c'est l'énergie qu'il faut fournir au système. Hein. Je rappelle que l'énergie, c'est E est égal à h nu. Il a juste pimpé un peu ça et il l'a mis pour chaque métaux. Il a calculé la fréquence seuil et on a une fonction de travail qui est dépendante de la nature du métal. Si maintenant la fréquence est supérieure à la fréquence seuil, d'accord, on va pouvoir dire que l'énergie cinétique, c'est égal à la constante de Planck fois la fréquence que j'envoie le rayonnement électromagnétique avec une fréquence donnée supérieure à la fréquence seuil, moins, on va directement passer comme ça, hein, h nu 0. Ça va? Donc ça va donner l'énergie cinétique. Donc c'est une relation qui est très simple, d'accord? On peut même mettre en évidence, hein, et on a quelque chose qui va permettre de calculer l'énergie cinétique des électrons qui sont éjectés. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Est-ce qu'il y aura des exercices? Oui, on va faire des exercices s'il y en a. D'accord. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est si vous avez plus ou moins perçu le concept. Est-ce que ça vous paraît logique qu'en augmentant l'intensité, j'augmente pas l'énergie cinétique de l'électron éjecté? On est bon là-dessus? Donc il faut vraiment voir finalement que l'énergie d'une onde électromagnétique, elle est liée, elle est proportionnelle à sa fréquence ou à sa longueur d'onde. D'accord? Et que pour arracher un électron de la surface du métal, il faut une certaine énergie. D'accord? Si je n'ai pas cette énergie, ça ne fonctionne pas. À l'inverse on va dire, la physique classique, on ne peut pas accumuler l'énergie. D'accord? Donc, en fait, chaque fréquence correspond à une énergie et je ne peux pas l'accumuler. Donc, si j'augmente finalement l'intensité, rien ne va se passer. Ça va si je suis en dessous de la fréquence seuil. Donc, c'est ça le concept. Bon, on va faire des exercices.
Et puis on va passer à autre chose. Je vous les avais mis sur le Moodle. D'accord, je vais vous montrer. Voilà, mes cours. Je mettrai le reste à la suite du cours. Et pour la séance du mercredi 4, j'ai déjà mis les exercices sur l'effet photoélectrique. Dans ma grande bonté, je vous les ai traduits. D'accord, ça vient d'un bouquin en anglais. Je me suis dit que ce sera mieux d'être traduit. Alors, je vous demande de faire le premier et le deuxième. D'accord. Donc, de calculer l'énergie cinétique des électrons éjectés de la surface du cuivre par un rayonnement de longueur d'onde de 210 nanomètres. Et on vous donne la fréquence seuil. Donc là, c'est vraiment l'application de la formule. Le deuxième, il faut un tout petit peu réfléchir, mais vous devez faire appel à rien d'autre que les formules que l'on a vues jusqu'à présent. L'œil humain est capable de détecter seulement une énergie, une lumière de 2,35 10 exposant moins 18 joules. D'accord. De lumière verte de longueur d'onde de 510 nanomètres. Calculer le nombre minimum de photons de lumière verte qui peuvent être détectés par l'œil humain. D'accord. Donc voilà, ça se fait avec la formule E est égal à h nu. Ça va? Je vous laisse réfléchir 10 minutes et ensuite on les corrigera ensemble. Est-ce que ça vous convient? Ok. Ok, ça va. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre déjà les présences de tous les beaux noms qu'il y a ici. Ça va? Allez, bon travail. Oui, ouais, c'est embêtant. Ouais, ça va, je prendrai les présences après. Ça va. Je vous laisse mon écran avec les exercices et ils sont sur Moodle, hein. Ça va. Je coupe mon micro. Voilà. Voilà, c'est reparti. Je suis là. Donc, celui-là, c'est la version la plus simple, hein, d'accord. Vous devez calculer l'énergie cinétique des électrons qui sont éjectés de la surface du cuivre et on met un rayonnement qui est de 210 nanomètres. Alors, ils sont embêtants de parler en nanomètres. Donc la première chose, c'est qu'en fait, on a quoi? On a la valeur pour le cuivre. On a la fréquence seuil qui vaut 1,76 10 exposant 15 Hz. On utilise un rayonnement de 210 nanomètres. Donc la première chose, c'est de voir si la longueur d'onde est bien supérieure à la fréquence seuil. Alors pour ce faire, je vais calculer la fréquence. Donc pour rappel, la longueur d'onde fois la fréquence, c'est égal à la célérité. Donc on est sur 3 10 exposant 8 mètres par seconde. Divisé par 210 10 exposant moins 9, hein, le petit n c'est des nanomètres, hein. Donc c'est 10 exposant moins 9 mètres, et on va avoir à ce moment-là une fréquence qui est de 1,43 10 exposant 15 Hz. Donc la fréquence du rayonnement électromagnétique qui est envoyé sur le cuivre est bien supérieur à la fréquence seuil.
À ce moment-là, j'utilise la formule de l'énergie cinétique. On sait que c'est H fois la fréquence moins la fréquence seuil. Donc on va mettre tout ça en évidence. C'est égal à H fois 1,43 moins 1,076 10 exposant 15. Alors la constante de Planck, H, c'est 6,626 10 exposant moins 34. Je vais aller regarder des unités. Joules seconde. C'est logique, hein. Et on va avoir une énergie cinétique qui sera égale à 2,34 10 exposant moins 19 joules. Alors, des questions déjà là-dessus comme ça? Ouais, il venait d'où le 3 fois 10 exposant 8? Ah, c'est la célérité, hein. Donc en fait, j'ai utilisé la relation entre la longueur d'onde et la fréquence pour transformer ma longueur d'onde en fréquence. Donc la célérité, c'est quoi? C'est la longueur d'onde fois? La célérité, c'est la vitesse de la lumière. Donc en fait, quand tu multiplies la fréquence fois la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, tu as la vitesse de la lumière. Donc en fait, la longueur d'onde et la fréquence, c'est inversement proportionnel, si tu veux, puisque c'est relié par une constante. Donc qu'on en donne une ou l'autre, il faut juste passer son temps à la transformer. Ça va? Et donc la formule entre les deux, c'est longueur d'onde fois... C'est un O? Non, c'est la fréquence. Moi, les fréquences, c'est nu comme ça. Ça va. Si tu veux, tu peux l'écrire comme ça. La longueur d'onde fois la fréquence est égale à la vitesse de la lumière, la célérité. Donc ça, c'est la première formule. Et donc ça donnait 3 fois 10 exposant 8, c'est ça? Oui. Et donc on a... C'est la vitesse de la lumière, 3,10 exposant 8 mètres par seconde. On l'avait vu au cours la fois dernière, hein. Ok. Ouais, j'ai pas pu... Oui, pas de parce que souci. j'étais à l'étranger pour le travail. Oui, pas de souci, pas de souci. Moni, t'es pas le seul à poser la question. Comme t'es le seul qui parle, je te réponds. Merci. T'as des cours en privé. Donc, C'est cool ça. donc voilà, il faut toujours faire ça, ça va. Il faut savoir transformer les fréquences en longueur d'onde et vice-versa, parce qu'on utilise les deux. Ça va. Après, il y a plein de toutouilles à faire dans les formules, hein, mais on va pas s'amuser à faire ça. Et ensuite, j'ai calculé l'énergie cinétique en utilisant la formule qu'on a vue tout à l'heure, hein. Donc, ça, c'est l'énergie qui correspond à la fréquence seuil, et l'énergie cinétique, c'est la différence entre les deux. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est que pensez-vous de cette énergie ? Ça semble très petit. Ça semble très petit. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous avez déjà vu une énergie aussi petite? Non, ça a l'air même insignifiant. Insignifiant. Mais en fait, c'est l'énergie pour un électron. Ah oui. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle paraît insignifiante. Bien entendu, quand on fait ce processus-là, c'est pas un électron qu'on arrache, c'est des milliards d'électrons. Et ainsi, on a une énergie qui est beaucoup plus importante. Ça va? Donc voilà, c'était aussi l'idée, c'est de vous questionner sur les résultats. Parce que c'est vrai que 10 moins 19 joules, c'est petit. Ça va? Donc c'est considéré comme un photon. Enfin non, mon énergie que j'ai calculée
1,43 fois la constante de Planck, c'est l'énergie d'un photon, en fait. Ça va? Je vous ai perdu, là. On va... Tout oui. Ah non, c'est bon. C'est bon, ça va. On va faire Ouais, le... ouais, c'est bon, c'est bon. on va faire le 2, d'accord? Et là, on va parler de quantité. Allez, c'est parti pour... Juste une petite question, monsieur. Oui? Le H qui est égal à 6,26, le H, il représente la fréquence. Non, H, c'est la constante de Planck. Ça va, donc merci. c'est la constante. Donc tout part de ça, hein, tout part de cette fameuse formule. L'énergie est égale à la constante de Planck fois la fréquence. C'est l'énergie de quoi? C'est l'énergie d'un rayonnement électromagnétique. Donc le rayonnement électromagnétique est caractérisé par sa fréquence ou sa longueur d'onde. Donc l'énergie du rayonnement électromagnétique est liée, en fait, c'est la fréquence fois la constante de Planck. Quand on multiplie les deux, on va trouver une énergie qui est très très petite, puisque la constante de Planck, elle est en 10-34, d'accord? Même si on la multiplie par des fréquences qui sont assez élevées. Et on va voir l'énergie d'un photon, d'accord? D'accord, monsieur. Allez, on part pour la suite alors. Je vais dans édition, coller. Ah, il est en vert. Bon, on va le laisser en vert, hein. C'est pas grave. C'est très coloré, vous allez voir, hein. Voilà. Donc, on est avec l'œil humain, est capable de détecter seulement 2,35 10 exposant moins 18 joules de lumière verte d'une longueur d'onde de 510 nanomètres. Donc on a déjà tout ce qu'il nous faut. On a une énergie, d'accord? On a une longueur d'onde. Et on va devoir calculer le nombre minimum de photons de lumière verte qui peuvent être détectés par l'œil humain. Donc, la première chose à faire, c'est, ce qui nous embête, c'est qu'on donne la caractéristique de l'onde électromagnétique en longueur d'onde. Les chimistes, ils parlent en longueur d'onde. Donc, la première chose à faire, ça va être de convertir ma longueur d'onde de 510 nanomètres, d'accord, en fréquence. Donc, je refais mon move. Non, excusez-moi. Voilà. Donc, la longueur d'onde fois la fréquence, c'est égal à la vitesse de la lumière, la célérité. Donc, maintenant, si je veux calculer la fréquence, je vais avoir 3 10 exposant 8 mètres par seconde divisé par 510 10 exposant moins 9 mètres. Et je vais avoir une fréquence, on est toujours dans le même, puisque c'est de la lumière verte. Donc, on va avoir une longueur d'onde, voilà, de 5,86 10 exposant 14 Hertz. Donc maintenant, je vais calculer l'énergie d'un photon de ce rayonnement électromagnétique. Donc son énergie, donc c'est l'énergie du photon, hein, ça va. Son énergie, c'est égal à la constante de Planck fois sa fréquence. C'est-à-dire que c'est égal à... On va mettre ça comme ça. Vous vous y retrouverez. L'énergie du photon, c'est égal à 6,600... Hop là, j'ai oublié mon truc, moi. 6,626 10 exposant moins 34 fois la fréquence 5,86 10 exposant 14. Un conseil, quand vous faites le calcul, vous devez estimer l'ordre de grandeur de votre réponse. Comment on fait? On voit qu'on est en 10 exposant 14, 10 exposant moins 34. On va être sur quelque chose de 10 moins 20, d'accord?
moins 34 plus 14, ça fait 10 exposants moins 20. Donc comme ça, on sait voir si on n'a pas fait d'erreur avec la calculette. Et ce que vous pouvez faire, bah, c'est 6,26 fois 5,86. Vous allez trouver 39, quelque chose. 10 exposants moins 20, donc ça fait 3,9. 10 exposants moins 19 joules. Ça va parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Je vois ça souvent sur les exercices. Alors, le nombre de photons. Ben, on va prendre l'énergie que notre œil est capable de distinguer. Donc c'est 2,35 10 exposants moins 18 Hertz divisé par ce qu'on a trouvé 3,9 10 exposants moins 19 et on va trouver plus ou moins 6. Bon, ça fait rien si c'est pas entier. La vraie réponse c'est 6,025. Ça va. Et le 2,35 fois 10 moins 18, c'est la valeur de l'énoncé? Oui, c'est l'œil humain est capable de détecter seulement 2,35 10 exposants moins 18 joules de lumière. Donc on calcule Ouais, le... pourquoi est-ce qu'on est passé de joule à hertz alors? C'est moi qui me suis trompé, j'ai mis des joules alors que c'est des hertz. Bien vu. Ah, ok. C'est moi. Ça c'est des joules. Hein. Voilà, comme ça on a un nombre. Ça va pour ces deux exercices, ça introduit bien la problématique à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a comme application avec ça? C'est les portes automatiques. Par exemple, quand il y a une panne de courant, comment sont les portes automatiques? Elles sont ouvertes ou fermées? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Fermé. En principe, elle doit s'ouvrir. Ouais, en principe, elles s'ouvrent. En fait, les portes automatiques, comment elles fonctionnent? Leur état de repos, c'est ouvert. D'accord? Et quand on passe devant, en fait, quand il n'y a personne, il y a un faisceau lumineux qui est envoyé et ça va permettre au courant, donc c'est un faisceau d'ultraviolet qui est envoyé sur une plaque, et ça va permettre au circuit électrique de fonctionner, donc de maintenir la porte fermée. Quand il y a des gens qui arrivent, ils coupent le rayonnement électromagnétique, et donc il n'y a plus d'électricité, on n'arrache plus d'électrons au niveau de la plaque, et la porte, elle s'ouvre. En fait, ça fonctionne comme ça. Théoriquement, il y a des petits capteurs. Moi, je connais que la théorie, hein, ça va. Le reste, c'est pas ma tasse de... Je m'y connais absolument pas. Donc voilà. Ça, je vais le poster sur le Moodle et on va revenir au cours pour la suite. Juste une seconde. Ça va, j'arrive. Voilà, je suis là. Alors, donc ça c'est le concept de l'effet photoélectrique. On refera d'autres exercices parce qu'à la fin du chapitre, je fais des exercices de synthèse sur ce qu'on a vu, donc il y en aura d'autres. D'accord? Vous avez également l'exercice 3 à faire, ça va. Ça, ce sera à faire, on va en discuter un petit peu.
J'ai plein de trucs, moi je sais plus où je suis. Là. Non. Je suis là. Voilà, on va l'augmenter. Pas autant. Ouais, voilà. Donc, l'exercice 3, je vous demande de déterminer la fréquence seuil d'un métal. D'accord? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la vitesse d'éjection des électrons, qui est de 5, 10 exposant 5 mètres par seconde moins 1. Vous devez aller chercher, bien entendu, la masse d'un électron. De là, vous avez l'énergie cinétique. Et on vous donne la longueur d'onde. Et vous pouvez déterminer la fréquence seuil du métal. Ça va. C'est pas très compliqué non plus. Donc voilà. Ça, ce sera à faire pour la semaine prochaine. Maintenant, si je reviens à mes notes, on va quitter l'effet photoélectrique et on va arriver dans un drôle de truc qui est la dualité onde-corpuscule, et c'est en français, hein, c'est assez rare. Qui a trouvé ça? On est encore une fois dans les années 20, 30, et c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire qu'il s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas attribuer aux particules matérielles des caractères ondulatoires? C'est-à-dire que les particules se comporteraient comme des ondes. Ça va? Et c'est finalement la métaphore du cylindre. Ça va dépendre de comment on va regarder cette particule. Si on décide de la regarder comme une onde, on va la voir comme une onde. Si on a envie de la regarder comme une particule, on va la voir comme une particule. Et en fait, elle est les deux en même temps. D'accord? C'est ça qui n'est pas évident à comprendre. C'est nous qui décidons si c'est une particule ou si c'est une onde par rapport à la manière dont on va l'étudier, c'est-à-dire dont on va la regarder, si vous voulez. Si je la regarde, c'est une particule, c'est sûr. Hein. Donc, c'est comme la métaphore du cylindre que vous avez en image. Et cet objet, il a des propriétés apparemment inconciliables. D'accord? On peut le voir étant comme un cercle ou comme un rectangle. Ça va dépendre de la manière dont on va l'éclairer. Et à ce moment-là, son image sera un cercle ou un rectangle. Il faut bien comprendre qu'on va parler de particules qu'on ne voit pas. D'accord? C'est important. C'est pour ça que l'image avec le cylindre, en fait, on ne voit pas le cylindre. Théoriquement, vous ne le voyez pas. Vous voyez que la représentation d'un cercle ou d'un rectangle. Parce que le cylindre est invisible. Ça va? Et quand on l'étudie, si on envoie de la lumière perpendiculaire à sa surface, ce sera un cercle, au niveau du disque, et si on l'envoie dans sa longueur, on aura un rectangle. Ça va? Donc ça va dépendre de l'option qu'on prend pour étudier ce cylindre-là. Est-ce que ça va pour ça? Donc maintenant, on va s'amuser à voir les ondes comme des particules, et les particules comme des ondes. Alors, ça va être valable, être vrai que pour les électrons. Ici, tous les autres, on va bien voir que ce système ne fonctionne pas. Donc, de la même manière, ondes et corpuscules sont des manières de voir les choses et non les choses en elles-mêmes. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut percevoir. C'est pour ça qu'il y a les deux en même temps. Donc, ondes et corpuscules sont des manières de voir les choses et non, les choses en elles-mêmes. Donc, la dualité, ça veut dire que les deux choses existent en même temps. Ça va? Et en physique, ils sont amusés à regrouper les deux. Ça va? Ondes et corpuscules. Est-ce que ça va pour ça? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la fameuse expérience des fentes de Young
que voici. Si vous voulez aller voir, il y a Science Étonnante, c'est un Français qui fait des vidéos de vulgarisation scientifique. Je voulais la présenter, puis c'était un peu long, donc je me suis dit non. Il explique cette expérience des fentes de Jung qui est incroyable, d'accord, elle est vraiment incroyable, et en fait, c'est réservé aux ondes, hein, d'accord, c'est par rapport aux interférences des ondes. Et il a aussi une vidéo sur la dualité onde-corpuscule, elle est accessible, d'accord, elles font 15-20 minutes ou une demi-heure, et elles sont très intéressantes, ça va, mais le but de mon cours, c'est pas de faire de la physique quantique, donc je vais plus vite là-dessus. Donc en fait, la lumière, d'accord, visible, c'est une onde, ça va. Mais dans d'autres cas, on peut la voir comme étant une particule. Donc une des manières les plus claires de mettre en évidence cette dualité onde-corpuscule, c'est les expériences des fentes de Jung. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une onde, je vais zoomer, voilà. Si je prends une onde, je peux écrire, moi je montre avec ma main, mais vous voyez rien. Voilà, j'arrive. Donc ici, j'ai mon émetteur, ça va, qui va émettre une onde et qui va finalement évoluer dans l'espace. Ça va. Bien entendu, mon onde, elle voyage comme ça, hein. Ça va. Donc ce qu'on voit, c'est quand c'est foncé, bah, c'est le sommet de la vague. Quand c'est clair, c'est le bas de la vague. Ça va. Donc il y a la petite onde qui ondule comme ça, bien gentiment. Et elle est envoyée dans l'ensemble de l'espace, et à un moment donné, elle va rencontrer deux fentes. Ça va. Alors ces deux fentes doivent avoir des caractéristiques précises pour qu'on puisse voir cette expérience. Ça va, il faut une relation entre la longueur d'onde et la distance des fentes et l'ouverture des fentes. Et qu'est-ce qu'on remarque? Quand l'onde arrive, en fait, dans une des fentes, ben, la fente devient un nouvel émetteur. Je ne sais pas si vous le voyez, elle va se comporter comme un nouvel émetteur. Vous voyez? Et ben, quand elle va arriver à l'autre fente, elle va se comporter comme également un nouvel émetteur. Et les deux ondes vont finalement s'entremêler, d'accord, et avoir des contributions constructives et destructives. C'est-à-dire que si j'ai mes deux ondes qui sont en phase, ouais, je suis pas en phase, ouais, vous voyez, comme ça, ben en fait, on va avoir quelque chose qui sera additionné. Si par contre, mes ondes sont opposées, donc elles sont en antiphase, comme ceci, le résultat, bah, c'est que j'ai plus d'ondes. D'accord? Donc on peut avoir une interférence constructive et ou destructive, et on a finalement tous les intermédiaires. Donc c'est plus ou moins, etc. On peut le calculer, hein, mais ça c'est de la physique. Et qu'est-ce qu'on remarque si, à la suite de ces interférences, je mets un panneau? Bah, je vais avoir ce qu'on appelle des bandes, d'accord, d'interférence. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a une bande ici qui est très importante. Ben, on a eu des interférences positives. Ensuite, il n'y a plus d'onde. On a une interférence négative, positive, négative, et ainsi de suite. Ça va? Donc, on voit que on a eu des interférences. Et ça, ce comportement-là, c'est typiquement une onde. Donc c'est un comportement qui est qualifié d'ondulatoire. Si on envoie un objet et qu'il produit des ondes d'interférence, bah, c'est une onde. Ça va? C'est ça, les fentes de Jung. Donc vous allez me dire, bah, la lumière, elle respecte ça, les ondes électromagnétiques, elles respectent ça. Donc, ce que vous racontez, monsieur, c'est de la connerie, ce sont que des ondes. On n'est pas encore arrivé aux
corpuscule. Ça va? On va y arriver. Alors, donc c'est une expérience du... Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette expérience des fentes de Young. J'en ai Non. entendu parler, oui. Ouais, hein, vous avez jamais fait en fait de physique ondulatoire? Non. On en fait un peu en physique, justement. Ouais, ça c'est bien, oui, il est bien le prof. Ah ben vous parlera de ça, vous le verrez plus en détail avec un physicien, ça sera mieux. Euh, Ça va donc, c'était une expérience vraiment importante. Alors, ici, on va faire la même chose avec la lumière, d'accord, qui est constituée de photons. Donc on va finalement obtenir, vous voyez, ces figures d'interférence, comme je vous l'ai montré. Donc le centre ici, il est très intense, et elles sont de moins en moins intenses, ça va. Et on l'obtient avec de la lumière. Donc c'est une onde. Mais si on s'amuse maintenant à diminuer l'intensité lumineuse de la source primaire, de manière à ce que la source va émettre photon par photon, c'est-à-dire vraiment le minimum d'énergie qui va être lâché, on va avoir des impacts. Vous voyez? Donc on a tous ces impacts sur les plaques. Et à ce moment-là, pour avoir ces impacts, la lumière, c'est un corpuscule. Ça va? Donc en gros, la lumière, quand elle voyage, c'est une onde. Et quand elle touche quelque chose, quand elle a une interférence avec quelque chose, ça devient un corpuscule. Si maintenant je le fais de façon, j'en mets beaucoup, vous voyez que j'ai des impacts un peu partout, on se dit ouais ça va pas fonctionner. Et au fur et à mesure que le nombre de photons est envoyé sur cette plaque, on va retrouver les bandes d'interférence. C'est incroyable, hein? Enfin moi je trouve. Ça va? Donc voilà, ça permet de démontrer cette dualité onde-corpuscule. Elle a été, bien entendu, théorisée avant de pouvoir le prouver, hein, comme souvent en physique, mais ça a été prouvé que le photon, c'est cette dualité onde-corpuscule. Alors, vous avez quand même droit à une petite vidéo. Je ne sais pas si ça va aller. Non. Comment je vais faire, moi? Je vais aller chercher en PDF, je vais le lancer, ça va? Pause 1 minute le temps que je lance mon petit problème. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Faut le temps que ça soit digéré, hein. Je le reconnais. Je vais faire ça 2 secondes. Ah mais je peux partager une vidéo moi. Voilà. Oh, elle n'existe plus. Arrêtez la vidéo. Bon, je vais faire autrement. J'arrive. Alors, Voilà. Bon, voilà. Bon, on va essayer, hein. Ça va aller. Donc, c'est un site... Hop là, excusez-moi.
C'est un site français qui s'appelle Tout est quantique. Ben, vous avez l'adresse et ils expliquent de façon très intéressante cette dualité onde-corpuscule. Donc c'est parti. On va la regarder une fois en entier, d'accord? Ça dure pas longtemps. Et ensuite, on va la regarder segmentée et on va faire nos petits commentaires. Je pense pas qu'on ait de son. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. C'est une vieille vidéo, donc elle est qu'en 720, hein, ça va. En fait, tout, vous voyez, c'est écrit, il n'y a pas de son. Ok. Enfin, il y en a, mais... Voilà. Je sais pas si vous avez perçu quelque chose. On va la revoir tous ensemble et je vais chaque fois faire des petits commentaires. Allez, c'est parti. Donc, on démarre par une particule, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas quantique. Ça va? Donc, par exemple, une balle de fusil, une balle de mitraillette. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la balle de mitraillette, soit elle passe à travers la fente, soit elle rebondit. Ça va? Et l'objet est une particule, un corpuscule, tout le long de son trajet. Ça va? Donc, on sait le visualiser à tout moment. On sait dire à tout moment, il est là, il est à telle vitesse, etc. Donc, il n'y a rien qui se passe, hein, c'est totalement désordonné ce qu'on obtient comme résultat. L'onde, c'est l'expérience des fentes de Young. Donc, on envoie une onde et ils ont bien dessiné les interférences. Vous voyez, on a des petits pics et c'est ça qu'on a des interférences constructives et destructives. C'est vraiment bien représenté. Maintenant, on prend un objet quantique. Et vous voyez, l'objet quantique, c'est un photon. Et le photon, il est envoyé, il est émis, d'accord? Et en fait, il se déplace sous forme d'une onde, si on se demande pas où il est, par où il passe. Et dès qu'il va toucher le panneau de l'autre côté, il va être sous forme d'un corpuscule parce qu'on demande il est où, d'accord?
Et on obtient bien ces fameuses franges d'interférence, ça porte plusieurs noms, hein. Ça va. Donc ça, c'est l'objet quantique. Donc l'objet quantique, bah, quand il voyage, c'est une onde, et si on se demande où il est, on met un écran, bah, ça devient une particule, parce que la question de t'es où, bah, pour une onde, on ne sait pas répondre, c'est corpusculaire comme réponse. Alors maintenant, si on met un observateur, l'observateur, il doit déterminer par quelle fente passe l'électron, on va dire le photon, excusez-moi, par quelle fente passe le photon, ou même l'électron, hein, ça revient au même. À ce moment-là, bah, à chaque fois, il pollue l'expérience, c'est-à-dire qu'ils se disent, il passe par la fente 1 ou la fente 2. Donc, à ce moment-là, il perd le caractère ondulatoire, ça devient un corpuscule. Donc, en fait, ça bousille toute l'expérience, il n'y a plus d'interférence parce qu'il passe par une fente et pas par l'autre, puisqu'on se pose la question. Vous voyez, ça redevient comme la mitraillette, en fait, hein. Comme s'il n'y avait pas de fente, en fait. C'est totalement aléatoire. Les électrons, pour un photon, ça vous paraît plus ou moins normal. Pour les électrons, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter comme une onde. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avec ça. Non, vous n'avez pas de questions, hein, c'est dommage. Et... oui. Quand sur la partie émission, dans la vidéo, Oui. objet quantique, pourquoi c'est représenté de telle manière quand c'est émis? Pourquoi c'est représenté sous forme d'une onde? Mais en fait, ouais, c'est pas plus Bah, si tu... de vague comme ça. Oui, en fait, tu vas émettre une onde électromagnétique. Oui. Ça va? Et on va le voir après, hein, mais l'électron, si tu prends un objet quantique comme l'électron, ben en fait, tu peux pas le visualiser, donc tu peux pas connaître sa vitesse précisément, ni sa position. C'est interdit, en fait. Si tu fais ça, il y a tout qui s'effondre. Donc, il faut accepter le fait qu'un électron, quand il se déplace, c'est une onde. Et quand il interfère avec un objet, c'est un corps. Et le cas de l'observateur, bah, c'est valable. Oui. Oui. C'est valable. Dans le cas de l'observateur, c'est si l'observateur est là physiquement, si on parvient par exemple à je sais pas, filmer. Non, on peut pas filmer, tu peux pas. Tu peux prendre des photos ou déterminer où il est passé. Mais à ce moment-là, tu vas demander sa position, et si tu demandes la position à l'électron, ça deviendra un corps et ce sera plus une onde. C'est la question que tu poses qui va déterminer sous quelle forme tu vas le voir, en fait. Ah, ouais. Ça va? Si tu te poses la question « il est où ?», c'est une réponse corpusculaire. Il est là, ou il est là. Donc, tu vas mettre un écran et tu vas voir où il va taper. Mais si tu poses la question à quelle vitesse il se déplace, c'est une onde. Ok. Ça va? Plus ou moins. Mais c'est ça qui est pas évident. Et dans... Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est amusant dans cette partie-là, c'est que c'est troublant. D'accord? Et on va faire un petit exercice pour voir si nous, on est bien un objet quantique, c'est-à-dire si quand on se déplace comme une onde ou pas. Et vous allez voir que ça va dépendre de la taille et de la vitesse, et que c'est vrai que pour des électrons ou des particules subatomiques, un atome, il y a encore un autre, enfin moi j'ai ça beaucoup dans mes shorts YouTube, pour l'instant ils essayent de créer le plus gros objet quantique, c'est-à-dire qui a les propriétés ondes corpuscules, et maintenant ils arrivent à faire des molécules qui sont très très grosses, hein.
On est sur des structures qui contiennent 100, 200, 300 atomes et se comportent toujours comme cette dualité onde-corpuscule. Donc ils font tout le temps l'expérience des formes de Young. Hein. Ça va. Donc ils arrivent à monter. Donc c'est pas que des électrons, ça peut être des atomes, ça peut être des molécules, et ils ne savent pas où ils vont s'arrêter en fait. Hein. C'est très bizarre, hein, la physique quantique, c'est quelque chose qui troue la tête, parce que c'est au-delà de ce qu'on peut finalement comprendre, et en fait il faut accepter que les choses soient comme ça, et appliquer les lois physiques qu'ils ont déterminées autour de ces objets quantiques, mais c'est la réalité en fait, hein, d'accord. C'est pas quelque chose qui est faux. Hein. Maintenant, vous connaissez, il y a les ordinateurs quantiques, il y a plein de choses qui sont quantiques, il y a plein d'applications. Les lasers, c'est quantique, hein. Et c'est quelque chose de vrai, mais notre cerveau, il a du mal à le comprendre, et en fait, il faut plutôt l'accepter. Ça va. Donc en fait, il faut accepter qu'un électron, qu'un objet quantique, quand il se déplace, c'est une onde. Voilà. Et il faut accepter qu'il a les deux. Ça dépend de comment nous, on va le regarder, ou la question qu'on va poser par rapport à cet objet. Ça va. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme le chat de Schrödinger, tous ces trucs-là. Hein, vous en avez déjà vu. Donc voilà. Ça va, on reviendra dessus. Alors, encore un joli résultat. Ici, c'est une diffraction de rayon X. Donc on est sur une onde, hein, des ondes électromagnétiques de rayon X, à travers une feuille d'aluminium, et on voit les franges d'interférence. D'accord. Maintenant, si je fais une diffraction d'électrons dans cette feuille d'aluminium, vous voyez que j'ai un résultat qui est similaire. C'est-à-dire que ça prouve, ça montre que les électrons ont un comportement finalement d'onde. Donc voilà. Alors, c'est pas tout de proposer l'idée, il faut également relier ça à une formule, d'accord. Et de Broglie va traduire cette idée de dualité onde-corpuscule par une relation quantitative, et il propose que la lumière, mais aussi la matière, obéissent à l'équation suivante. Donc on a la longueur d'onde, c'est égal à la constante de Planck fois P, qui est la quantité de mouvement. Donc P, c'est la quantité de mouvement, c'est l'inertie, c'est la masse fois la vitesse. D'accord. Donc en fait, la quantité de mouvement, ça va dépendre, c'est une énergie, d'accord, qui dépend de la vitesse et de la masse de l'objet. C'est tout. Ça va, c'est différent de l'énergie cinétique, c'est très proche, mais c'est un peu différent. C'est un peu de l'énergie cinétique, si vous voulez. Donc, dans le cas d'une particule qui se déplace à une vitesse qui n'est pas trop proche de la vitesse de la lumière, la quantité de mouvement est donnée par m fois v. D'accord ? Où m est la masse de la particule au repos et v est la vitesse. Donc dans tous les exercices, les électrons ne vont pas aller à la vitesse de la lumière. Sans ça, on ne peut pas utiliser cette formule-là. Donc, en fait, on a une relation entre la longueur d'onde et la quantité de mouvement. La longueur d'onde, ça c'est la caractéristique ondulatoire. Et la quantité de mouvement, c'est la caractéristique d'une particule. Et qu'est-ce qui relie les deux? Cette magnifique constante qui est la constante de Planck. Encore une fois, c'est une relation qui est très belle. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors, deux petits exercices.
je vous demande de calculer la longueur d'onde de Broglie qui est associée à un électron qui se déplace à une vitesse qui est 100 fois plus lente que celle de la lumière. Je vais vous donner la masse de l'électron. Je vais la chercher parce que je ne l'ai pas. Alors, la masse de l'électron... Donc, ici, je vais mettre ME pour masse de l'électron. C'est 9,109 10 exposant moins 31 kg. Ça va. Donc on est en kilos parce qu'on est chez nos amis les physiciens. Ça va. Allez, je vous laisse 5 minutes, puis on corrige ça ensemble. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a la quantification de l'énergie. Ah, bien ça. Allez. C'est parti. Je me tais. Mais il faut que je coupe mon micro pour me taire. Voilà. Bon, on va... Reddit, c'est quoi ça? C'est quoi ce lien de Reddit?
Bah, je sais pas c'est qui, c'est Karl qui a mis ça. Bon, on va corriger les deux exercices, puis on fera une petite pause. On fera une petite pause de 10 minutes, comme ça on finit plus tôt, hein, comme tout le monde est à la maison. Et vous aurez des exercices aussi pour finir la séance. C'est parti. Alors, je reprends mon exercice. Donc, c'est le... J'ai oublié le numéro. Le 2-2. On va mettre une page en plus. Voilà, on est 3. Allez, exercice. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Donc, on a quoi? On a la longueur d'onde est égale à la constante de Planck fois la masse fois la vitesse. La masse de l'électron, c'est égal à 9,10 exposant moins 31 kg. La vitesse, on a dit que c'était un centième, hein, c'est ça? Un centième. Donc on est à 3, 10 exposant 6 mètres par seconde. Et la constante de Planck, c'est 6,626, 10 exposant moins 34 joules seconde, je crois. Ouais. Donc on met tout ça dans la petite formule et on va faire le calcul. Donc la longueur d'onde est égale à 6,626 divisé par 3 fois 9,10 exposant 109 fois 10 exposant moins 34 divisé par 10 exposant 6 fois 10 exposant moins 31. Alors, 31, 34, ça va faire moins 3. Et moins 3 et moins 6, ça va faire 3. Ça me paraît... la longueur d'onde... J'ai pas fait d'erreur, moi. Non. Alors, donc on va avoir... J'ai pas la réponse en fait, donc je dois la calculer. Mais ma longueur d'onde, elle me paraît quand... Ah oui, mais c'est des longueurs d'onde. Ouais. On va voir. Mais j'ai pas remis mon micro, moi. Oui, si. Oui. Ah, voilà. Ah, ok. T'as fait le calcul... Donc tu trouves 0,242 nanomètres pour la longueur d'onde. C'est ça? C'est Fernand qui m'a envoyé ça. Merci Fernand. Donc on a... on a 0,242 nanomètres. 0,242 nanomètres. Ça, c'est la réponse, c'est la longueur d'onde qui est associée à mon électron. Ça va. L'idée, c'est de savoir si ça correspond à quoi. D'accord? Dans quelle taille vivent les électrons? Ils vivent dans des tailles de nanomètres. Ça va? Donc en fait, pour l'électron, la longueur d'onde, comme ceci, qui va faire 0,242 nanomètres, c'est beaucoup plus grand que la taille de l'électron. Donc en fait, il va la percevoir, si vous voulez.
Si maintenant on fait la même chose pour la balle de golf, donc c'est l'exercice 2.3. Voilà. On va avoir une masse qui serait égale à 34 grammes, je crois. 45 grammes. On va avoir une masse qui est égale à 45, ouais, j'arrondis, grammes. On va avoir une vitesse qui est de 193 km par heure. Donc ça va faire, c'est divisé par 3,6 pour avoir les mètres par seconde. Ça, vous le savez? Ouais. Ça va, donc 193 divisé par 3,6, ça fait 53 mètres par seconde. Et vous allez voir qu'on va arriver nulle part, en fait. Parce que si je calcule la longueur d'onde qui est associée à ma balle de golf, bah, j'ai au-dessus la constante de Planck qui vient tout embêter. Et je vais la diviser par un facteur qui va être de 53 fois 45, 10 moins 3. Donc, je vais avoir une longueur d'onde qui est très petite par rapport à la taille de mon objet. C'est-à-dire que je vais avoir une longueur d'onde qui va être très petite comme ça, et je vais avoir un objet immense. C'est-à-dire que si on le voit bouger, vous voyez, comme une onde, ce sera imperceptible parce qu'on ne pourra pas déterminer sa vibration, si vous voulez. Donc, finalement, ça montre bien que cette dualité onde-corpuscule, elle ne fonctionne que pour des particules quantiques. Donc, il faut des particules qui aient une masse très faible pour venir contrecarrer, finalement, la longueur d'onde de la constante de la constante de Planck. Ça va. Sans ça, ça fonctionne pas. D'accord. La vitesse, c'est la masse qui va faire que l'objet se comporte comme un objet quantique, quoi. Ça va. Donc voilà. On va... moi, je vous vois pas, ça m'embête. Voilà. Comme ça, je vous vois. On va s'arrêter là. On reprend... je regarde mes feuilles d'abord. Ça va. Mes notes de cours. Donc ça, on a fait. Ça, on a fait. Et on redémarrera l'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène. D'accord? On se voit dans 20 minutes. Donc à 19h30, on reprend. Ça va pour vous? Ok. Ok. Je mets en